bienvenue dans Évasion littéraire. Je reçois aujourd'hui Jacques Dumont. Alors, vous êtes directeur de l'AIHP Géode, ce qui veut dire archéologie, industrielle, histoire, patrimoine, géographique, développement, environnement de la Caraïbe, EA 929. Et vous êtes aussi président de l'association Off Caraïbéen Historias. Bonjour Jacques Dumont. Bonjour. Permettez-moi de corriger, je ne suis pas le directeur, je suis le directeur adjoint. Ah, parfait. Et j'ai co-dirigé en fait cet ouvrage avec la directrice du laboratoire AIHP Géode, qui est Madame Françoise Pagné Benito Espinal. Voilà. Alors c'est un ouvrage à la fois collectif, Terre d'Amérique, c'est le numéro 9. Alors c'est un collectif universitaire. Oui, c'est une collection en fait qui a été lancée par plutôt les géographes en fait du groupe, puisque c'est une équipe qui réunit des historiens, des archéologues, des géographes. Et on avait ce projet déjà depuis plusieurs années de faire vraiment un travail collectif en croisant les approches et les regards. Donc il y a dedans à la fois des universitaires qui font leur travail finalement, mais aussi, et je crois que c'est ce qui fait le grand intérêt aussi de cet ouvrage, on a eu la chance et le privilège, je crois, de pouvoir réunir la plupart des très grands témoins en fait de cette aventure, on pourrait dire, des plantes médicinales, puisque à la fois sur la Guadeloupe et sur la Martinique, le docteur Henri Joseph, Emmanuel Nossin, monsieur Grand-Guillotte, Jacques Portécope ont apporté leur contribution. Et donc cet échange de regards à la fois historiques, à la fois donc des grands témoins qui ont vécu de l'intérieur cette lutte en fait pour remettre en avant les plantes médicinales, leur donner un véritable statut reconnu, y compris sur le plan juridique d'ailleurs, c'est bien expliqué par le docteur Henri Joseph dedans, mais aussi sur l'avenir de ces plantes, puisqu'il y a des collègues qui sont plus, si vous voulez, des spécialistes de biochimie, de choses comme ça, qui ont écrit quelques chapitres, on va dire, sur justement ces débouchés, ces ouvertures, ces richesses. L'usage des plantes médicinales aux Antilles et en Guyane, les remèdes anciens au fil du temps, terre d'Afrique, terre d'Amérique plutôt, neuf. Cartala, ça aurait pu aussi la terre d'Afrique, mais bon, restons sur la terre d'Amérique. Les éditions Cartala. Rimet de pays, rasier, grand moon. Voilà, c'est une expression. Pour ceux qui nous regardent, expliquez-nous le terme rimet de rasier. Le rimet de rasier, c'est le terme créole, en fait, qui désigne tout simplement ce qu'on a, les plantes médicinales, ou ce qu'on a appelé longtemps dans les campagnes françaises, par exemple, les simples. Mais le titre original d'ailleurs devait être rimet de rasier, mais peut-être le mot créole était entraînait ou privait un certain nombre de personnes de cette compréhension. Et puis évidemment la référence au Grand Moon, c'est la référence aux anciens, parce que ces plantes sont utilisées depuis extrêmement longtemps. La différence depuis en particulier ces 20-30 dernières années, grâce à des groupes comme Tramil notamment, c'est que ces usages, on peut dire anciens, vernaculaires, ont été étudiés de façon réellement scientifique pour prouver justement les bienfaits ou quelquefois peut-être les dangers de telle ou telle plante. Donc là, il y a un vrai lien entre la tradition et la modernité de l'étude, on va dire. Alors tout à l'heure, vous avez parlé de ces différents acteurs qui ont contribué à ce travail collectif. Et moi, je vais donc vous proposer d'aller à la page 198 où vous intervenez, vous, Jacques Dumont. Aïe, aïe, aïe. La botanique médicinale, un carrefour d'enjeux à la fin du 19e siècle et d'aujourd'hui. Alors quelles sont, je dirais, cette période charnière? Comment l'expliquez-vous en quelques lignes avec ces pages? Alors j'avais voulu travailler là-dessus après avoir travaillé sur la notion de précurseur de cette botanique, parce qu'il me semblait que la fin du 19e siècle, à la fois, on va dire, en France et aux Antilles, était une période clé. C'est-à-dire au moment où la médecine se transforme, là je parle de la médecine allopathique, la médecine des médecins, on va dire, pas la médecine des guérisseurs, au moment où la biochimie apparaît, c'est une transformation majeure. Évidemment, on s'appuie toujours sur les plantes, puisque la plupart des éléments biochimiques sont tirés des plantes, mais ça va changer le rapport au mode de thérapeutique qu'on va pouvoir appliquer et au mode d'analyse aussi du type de maladie. C'est-à-dire chaque maladie, avec la découverte des virus, puis des bactéries, etc., chaque maladie va pouvoir être attribuée finalement à une cause.
ce qui n'était pas du tout finalement l'univers de la phytothérapie auparavant, puisqu'on sait que les plantes servaient aussi de façon préventive, y compris par exemple contre des maléfices et des choses comme ça, et donc c'est un bouleversement important. Mais au travers de ce bouleversement, il y a un certain nombre d'enjeux qu'on peut finalement retrouver aujourd'hui. Par exemple sur la place de la nature. On sait qu'aujourd'hui, on est dans une exaltation un peu inconsidérée quelquefois de la nature, et on retrouve justement ces prémices, on pourrait dire, dès le 19e siècle. On voit qu'il y a des enjeux économiques, évidemment, très très forts, et ces enjeux économiques sont déjà là. Quand je crois que c'est dans ce chapitre justement que je parle d'Athan de Saint-Cyr, qui propose, alors par rapport à la grande maladie, en tout cas celle qui inquiète le plus à l'époque, la tuberculose, il propose tout simplement un remède miracle. Voilà. Il y a des archives, vous êtes documenté? Oui, bien sûr. D'accord. Bien sûr. Vous les avez trouvées où, ces archives? Alors les archives se trouvent comme d'habitude dans les... Alors, d'une part des archives aux archives nationales ou départementales, ou enfin les services d'archives classiques, mais aussi, et là c'est peut-être le propre du travail d'historien, on travaille aussi sur ce qu'on appelle des ouvrages à valeur de source. Alors excusez le terme un peu compliqué, c'est tout simplement les écrits des phytothérapeutes des siècles passés. Qu'est-ce qu'ils connaissaient, qu'est-ce qu'ils croyaient, sur quoi étaient basés leurs remèdes, et donc on peut faire une étude critique comparative, de mise en perspective, et là-dessus c'est vrai que l'accès, pour nous aujourd'hui vivant aux Antilles, l'accès à des sites nationaux de la Bibliothèque nationale qui met des ouvrages justement anciens en ligne, c'est une immense chance, quoi. Il faut rappeler aussi que cet ouvrage fait suite à une journée publique d'études organisée par le laboratoire de recherche universitaire. À quelle période, en quelle année Alors c'était en 2013, c'était en décembre 2013, on l'avait fait au très beau lieu du Font Saint-Jacques à la Martinique, qui a une très grande tradition aussi anthropologique. Et donc cette journée d'études, voilà, après c'est le temps de réunir les différentes contributions, de les mettre en forme, de publier. Donc on est 2 ans, c'est à peu près les délais généralement de ce genre de publication. Alors on va un petit peu découvrir une par une. Alors dites-moi, tous ces acteurs-là qui ont expérimenté, comme vous venez de le dire, quels sont leurs noms? Parce que chacun a un chapitre bien particulier et chacun analyse à leur façon, et bien justement, ces plantes, et puis les effets aussi de cette. Alors en fait, l'ouvrage a été organisé en 4 parties. Oui. La première partie qui concerne ce qu'on a appelé la construction et la diffusion des savoirs, il s'agit plus finalement d'historiens qui ont apporté le regard, on va dire, en temps longtemps sur ces plantes, ou en les mettant en perspective. Est-ce qu'on peut dire que ce sont des défenseurs aussi de l'écologie ? Alors, ce sont des gens qui sont concernés en tout cas par l'écologie et son histoire. Ils peuvent être défenseurs eux-mêmes, évidemment, à titre personnel. Et chercheurs. Et voilà. Scientifiques aussi. Et scientifiques. Très bien. Voilà. Et la seconde partie concernait justement ces grands acteurs témoins sur leur propre expérience, sur leurs propres difficultés, parce que ça a été un vrai combat, une vraie lutte pour faire, d'abord pour que ces plantes ne disparaissent pas, qu'elles soient valorisées, qu'elles soient reconnues. Donc cette deuxième partie est tout à fait importante. La troisième partie concernait tout ce qui touche aux perceptions, aux représentations. C'est là où on a beaucoup parlé d'enjeux. Emmanuel Nossin a participé à cette partie. Il aurait pu être aussi dans les grands témoins, puisque c'est un des acteurs de Tramil depuis plus de 20 ans. Mais ça semblait être intéressant justement de jouer sur ces mises en perspective et ces enjeux. Et enfin, la dernière partie s'intéresse plus particulièrement aux innovations et aux valorisations. Alors évidemment, il ne s'agit pas de montrer toutes les plantes, c'est simplement quelques pistes pour montrer effectivement la très grande richesse, à la fois sur le plan scientifique, parce que énormément de choses restent à faire, mais aussi sur le plan marketing, commercial, de diffusion, on va dire, de ces connaissances. Très bien. Alors il y a toujours une amalgame entre remèdes et remèdes, plantes, médicaments. Oui. Alors, les gens font beaucoup l'amalgame entre, justement, j'ai donc noté remèdes et médicaments. Oui, alors c'est justement un des effets aussi peut-être de ces transformations au 19e siècle, la montée en puissance du médicament. Et c'est vrai qu'on a un peu tendance à voir aujourd'hui, peut-être de façon peut-être trop mécanique, la plante comme servant
immédiatement pour telle ou telle maladie ou tel malaise. Alors que très souvent, justement, c'est une forme d'alchimie. Les plantes, en fait, et ça reste une des grandes pistes, évidemment, de travail, les plantes ne réagissent pas ou ne donnent pas les mêmes effets suivant, évidemment, l'époque à laquelle on les a récoltées, suivant la partie, suivant le mélange que l'on fait avec d'autres plantes. Et ça, évidemment, ce sont des pistes extrêmement riches encore aujourd'hui. La pharmacopée, aujourd'hui, il y a beaucoup plus de plantes. Je crois, j'ai pris note, 69 plantes aujourd'hui qu'on peut trouver qui nous guérissent en pharmacopée. Donc, quel type de plantes qu'on trouve aujourd'hui? Alors, il faut distinguer, je crois, les plantes qu'on dit reconnues, et on voit bien, alors elles sont reconnues dans une liste, on va dire, officielle, et on voit bien d'ailleurs que c'était un combat pour faire reconnaître les plantes créoles, on va dire, qui au début étaient un peu... Alors, à la fois, elles étaient très utilisées et pour beaucoup connues, mais en même temps, elles sortaient, on va dire, de ce registre de reconnaissance. Et en même temps, il y a beaucoup plus de plantes, effectivement, qui sont utilisées. Alors, certaines plantes commencent à être bien étudiées, d'autres, c'est encore des usages, on pourrait dire, très empiriques, qu'il faut justement étudier, parce qu'on peut s'apercevoir que certaines plantes, voilà, il ne suffit pas de cueillir une herbe et qu'elle soit bénéfique. Il peut y avoir aussi des effets quelquefois dangereux, ça peut être des questions de dosage, ça peut être des choses comme ça. Et puis, je ne résiste pas, on est quand même dans des pays qui ont été... infestés, on peut dire, par chlordécone et ce genre de poison. Et il y en a évidemment des traces. Donc je pense que là, le recours à d'autres types d'agriculture pour revaloriser aussi la terre d'une façon générale, mais ces plantes, je crois que c'est un enjeu politique, économique et social. Vous allez à la page 119, oui. Les guérisseuses. Beaucoup de gens ont peu recours à la médecine traditionnelle, et par contre les guérisseuses, elles exercent toujours leur activité de guérir avec les plantes, soigner, faire des lavages, démarrer comme on dit chez nous. Oui, tout à fait. Oui, mais en fait il faut remettre un tout petit peu en perspective peut-être l'histoire de la médecine aux Antilles pendant tout le temps de la colonisation et bien après, la majorité de la population n'avait pas les moyens de consulter des médecins. En plus, le médecin appartenait à un autre univers culturel, donc on allait le voir vraiment très souvent en dernière extrémité. Donc le vrai médecin, c'était les guérisseurs. Et on sait bien que le jardin créole, notamment, avait tout un tas de plantes à disposition pour prévenir, pour guérir, pour empêcher effectivement certains problèmes. Et il y a une espèce à la fois de connaissances très anciennes, mais aussi un certain nombre de passeurs qui avaient justement ce savoir plus fin, on va dire, et qui s'est perpétué. Justement, Monsieur Grand-Guillotte avait fait un travail absolument remarquable à Marie-Galante ça a été parmi les premiers évidemment, pour essayer de sauver en quelque sorte ces savoirs, avant que malheureusement ces générations de guérisseuses interviennent. Mais bon, on a beaucoup recours à elles, finalement. Oui. Beaucoup de gens ont recours. Oui. Alors vous lustrez... On trouve toujours sur les marchés, excusez-moi, il y a toujours des plantes et des remèdes de ce... Illustration avec aussi des photos, donc on voyage, on est en Colombie, au Pérou, c'est aussi des rituels, des traditions, dans ces pays, on ne perd pas, surtout en Afrique, mais surtout au Pérou, dans tous les pays. Oui, tout à fait. C'est une culture, alors que chez nous, c'est utilisé différemment, je pense. Tout à fait. Et je pense que c'est un des grands mérites du groupe Tramil, qui est un groupe justement qui travaille de façon internationale sur la Grande Caraïbe, on va dire, d'avoir à la fois relié ces différentes connaissances et surtout ces connaissances, de ne pas les avoir enfermées pour des spécialistes, mais l'objet principal, c'était de le restituer aux personnes qui peuvent justement les utiliser. Donc il y a un vrai projet, vous parlez tout de suite de projet politique et social, il est au cœur aussi modestement de cet ouvrage, on aimerait bien qu'il serve au plus de personnes possible. Les ressources naturelles, tout ce qui est botanique, alors il faut sauver ce patrimoine aussi. Oui, et peut-être ne pas se contenter justement de cette appellation un peu trop vague, un peu trop générique de patrimoine, c'est-à-dire regarder aussi d'où viennent ces plantes, qu'est-ce qu'on peut en faire, comment mieux les développer, toute l'expérience retracée. Alors peut-être il ne faut pas faire de publicité, mais pour un laboratoire, on va dire, non mais c'est Phytobocas que tout le monde connaît, c'est extrêmement intéressant de voir la démarche d'Henri Joseph justement pour valoriser, mais aussi
mettre à disposition finalement ces remèdes. Ah oui, puisque vous parlez du fruit, la goyave, pour terminer. Alors oui, cette goyave, quelles sont ses vertus? Alors ce sont les collègues biochimistes qui ont plus travaillé là-dessus. Alors ça peut surprendre parce qu'effectivement l'article est plus, si vous voulez, on a même des formules chimiques un petit peu dedans, etc. Mais ça montre bien une des vertus peut-être pas assez connue de la goyave, et justement ses vertus antioxydantes. Et on s'aperçoit, alors j'habite moi-même une commune qui s'appelle Goyave, mais on s'aperçoit que finalement la goyave n'est pas, ou plus peut-être suffisamment exploitée, et qu'on pourrait effectivement développer ses ressources locales, peut-être plus que les produits importés par exemple. D'accord. On va sortir de l'usage des plantes médicinales aux Antilles et en Guyane. Vous revenez des Antilles, vous êtes arrivé hier je crois, Oui. 8 heures de vol, vous vivez là-bas? Oh, je vis là-bas depuis 30 ans, oui. 30 ans que vous vivez là-bas. Oui. D'accord. Alors, l'usage de ces plantes, ces femmes l'utilisent. Que dire justement à nos téléspectateurs qui nous regardent par rapport au livre sur l'usage de ces plantes médicinales? Alors peut-être préciser que ça n'est pas un guide d'emploi des plantes médicinales, il faudrait pas qu'il y ait d'erreur là-dessus. C'est plus, si vous voulez, des regards croisés qu'on a voulu porter sur justement l'usage de ces plantes au fil du temps. C'est-à-dire, qu'est-ce qu'on en faisait hier, qu'est-ce qu'on en fait aujourd'hui, qu'est-ce qu'on pourra en faire demain. Et donc de croiser ces différents spécialistes, de croiser ces différents regards, ne dispense pas évidemment d'acheter les excellentes fleurs qui peuvent permettre justement de repérer ces fleurs, mais c'est plus un travail de réflexion, on va dire, sur la place de ces plantes dans nos sociétés. Très bien. Merci à vous pour toutes ces indications. Beaucoup. Donc je rappelle, l'usage des plantes médicinales aux Antilles et en Guyane, les remèdes anciens au fil du temps, Terre d'Amérique, donc c'est l'édition 9, c'est le numéro 9, oui. Édition Cartala. Merci de votre fidélité et restez toujours sur OM5 TV. À très bientôt. Au revoir.